Alors, déclin et renouveau de la Russie, l'Empire russe durant la guerre froide. Donc on a vu que la Russie, après 1945, est un pays communiste, dirigé par un dictateur qui est Staline, qui met en place un régime communiste, c'est-à-dire un régime où l'État contrôle tous les moyens de production, où l'État va redistribuer les richesses. C'est un État, par exemple, qui va mettre en place la collectivisation des terres, donc le regroupement des terres sous le contrôle de l'État, qui va ensuite être redistribué au peuple, qui travaille en fait, le peuple, qui travaille pour l'État. Donc l'économie est centralisée, planifiée, il n'y a pas de propriété privée. Alors, à signaler quand même que l'URSS soviétique est un régime autoritaire, c'est-à-dire que les libertés sont contrôlées. Et alors, c'est un régime qui se place clairement comme étant anticapitaliste. On voit ici la représentation des capitalistes, qui prétend pouvoir dépasser l'économie capitaliste par une économie planifiée et collectivisée. Alors la puissance russe dans les années 50 et 60, au moment où la guerre froide explose, cette puissance c'est essentiellement une puissance militaire. Alors les soviétiques ont par exemple intégré toute une série d'États en Europe de l'Est qui vont devenir des pays sous influence. Pourquoi? Parce que ces pays ont été occupés à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'URSS. Donc l'URSS y impose un régime communiste. Et du coup, l'Europe se coupe en deux. On a une Europe désormais coupée en deux par une frontière qu'on appelle le rideau de fer. À l'ouest, on trouve donc les pays qui sont restés fidèles au modèle américain. Donc, on rentre dans une période qu'on appelle la guerre froide. Un affrontement idéologique entre le bloc soviétique, qui domine donc l'Europe de l'Est, et le bloc libre, capitaliste, libéral, qui est situé à l'ouest. Donc la guerre froide, elle commence en Europe, par la coupure, la division du continent européen en deux parties. Cette guerre froide, elle génère donc un certain nombre de conflits, de guerres froides, comme la crise de Berlin, lorsque effectivement les soviétiques vont tenter d'annexer Berlin-Ouest en faisant le blocus de Berlin. Blocus de Berlin qui sera mis en échec par les Américains en ravitaillant la ville par voie aérienne. Mais effectivement, on rentre dans une période d'affrontement à la fois idéologique, mais aussi militaire, et l'URSS devient à ce moment-là une véritable puissance militaire. Alors, ça se manifeste également dans le monde par l'extension de l'influence soviétique un peu partout dans le monde, en Asie, par exemple, où par exemple la Chine en 1949 va devenir communiste. Elle va donc rejoindre le bloc communiste. Ça va devenir un allié de l'URSS. En Afrique, beaucoup de pays qui sortent de la colonisation dans les années 60 vont intégrer le modèle soviétique, devenir par conséquent aussi des alliés de l'URSS. Face à cet expansionnisme soviétique, les Américains vont mettre en place un système consistant à essayer de faire barrage au communisme et à l'influence soviétique, en signant par exemple avec l'Europe des alliances militaires comme l'OTAN, en intégrant également dans l'alliance américaine le Japon par exemple, ou l'Arabie Saoudite, et aussi en intégrant l'Amérique du Sud dans l'alliance américaine. Alors, les soviétiques deviennent, dans les années 50-60, durant la guerre froide, une véritable puissance militaire en s'appuyant sur l'arme nucléaire. Alors, il y a une véritable course aux armements qui se met en place dans les années 60. Alors, à l'origine, les États-Unis ont plutôt l'avantage, puisque les Américains sont les premiers à avoir inventé la bombe atomique et l'avoir développée, mais les Soviétiques, progressivement, vont rattraper leur retard, on voit les chiffres, pour même dépasser les États-Unis dans les années 80. Donc on a un empire qui se base essentiellement sur son influence idéologique, le communisme, et sur sa puissance militaire. Alors le problème, c'est que l'URSS va connaître une véritable crise à partir des années 70,
qui va se poursuivre dans les années 80 et qui est à l'origine de la chute du monde communisme et de l'URSS soviétique. Alors cette crise est une crise essentiellement économique, c'est-à-dire que le modèle économique soviétique, basé sur la planification, la centralisation de l'économie soviétique, ne fonctionne pas. Elle n'encourage pas la productivité, elle n'encourage pas finalement l'innovation. Et donc on voit ici les courbes qui montrent donc l'évolution du PNB par habitant au sein du bloc de l'Est et de l'URSS. On voit qu'il y a une augmentation très faible du niveau de vie des soviétiques, parce que l'économie soviétique est incapable de produire en masse, d'innover et de mettre en place une société de consommation. À l'inverse, l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, eux connaissent une période de prospérité très forte dans les années 50, 60, 70, une période qu'on a appelée les 30 glorieuses. Donc ce décalage entre ces deux modèles, ce décalage dans le domaine économique, va progressivement provoquer l'effondrement de l'URSS. Alors, c'est un pays aussi au début des années 80 qui est marqué par une crise politique. C'est-à-dire qu'en fait les dirigeants de l'URSS soviétique sont des dirigeants souvent âgés qui ont participé à la révolution russe en 1917. Et dans les années 80, ce sont des dirigeants qui sont déconnectés d'un monde qui est en train de changer, le monde des années 80, un monde qui se modernise. En 1984, aux obsèques de Yuri Andropov, qui était le dirigeant de l'URSS soviétique, on a la vision d'une gouvernance politique totalement archaïque, âgée et qui est coupée des réalités du monde, incapable une dirigeance politique incapable de réformer l'URSS vers un communisme plus moderne. La catastrophe de Tchernobyl en 86 marque aussi la faillite économique de l'URSS, puisque la catastrophe est largement due à l'incapacité de l'URSS à entretenir ses centrales nucléaires. Et en plus, après la catastrophe, la gouvernance politique du Parti communiste va cacher la vérité aux soviétiques, ce qui montre qu'on est dans un régime autoritaire qui prive des soviétiques de la liberté d'expression et qui pratique la censure. Alors, dans ce contexte, arrive donc un personnage qu'on appelle Gorbatchev, qui va indirectement précipiter la fin de l'Empire russe. Alors, Gorbatchev, c'est un personnage qui, en 1985, lorsqu'il accède à la tête du Parti communiste, est un personnage jeune, il a 53 ans, et c'est un réformateur. Il appartient à la nouvelle vague des dirigeants communistes, et c'est un personnage qui souhaite réformer le communisme pour en faire un communisme plus moderne, plus libéral et plus social. Alors, il met en place deux politiques, la perestroïka et la glasnost, qui consistent à moderniser l'économie en autorisant par exemple la propriété privée, qui va également tenter de libéraliser la société soviétique en permettant aux populations d'être plus libres en ce qui concerne par exemple la liberté d'expression, donc la liberté de presse par exemple. Et puis la libéralisation politique, c'est aussi l'organisation d'élections libres, notamment au niveau des États de la fédération soviétique, puisque l'URSS est une fédération, c'est-à-dire un ensemble d'États qui obéissent à une autorité centrale, qui est celle de Moscou, du Parti communiste. Chaque État pourra donc élire un président qui devra malgré tout continuer à obéir à l'autorité centrale qui est située à Moscou. Alors, Gorbatchev, il va lancer une politique également de retrait de l'influence soviétique dans le monde, par exemple en signant avec les Américains un traité de désarmement, le traité de Washington en 1987. Il va également retirer les troupes soviétiques présentes en Afghanistan
parce que c'est de la guerre dans laquelle l'URSS est impliquée, est une guerre interminable et très coûteuse, en hommes et en argent. Et il va également, en Europe de l'Est, laisser les États d'Europe de l'Est finalement se prendre en main, et la présence militaire soviétique en Europe de l'Est est désormais moins importante. L'URSS n'interviendra pas en Europe de l'Est, elle laisse aux pays d'Europe de l'Est finalement la capacité de se prendre en main, même si Gorbatchev ne souhaite pas la fin des régimes communistes d'Europe de l'Est. La conséquence, c'est que le retrait de l'influence militaire de Gorbatchev provoque un effondrement des États communistes en Europe de l'Est, puisque les États communistes n'ont désormais plus à craindre d'une intervention militaire. Et donc en 1989, c'est le mur de Berlin qui est détruit par la population berlinoise. C'est donc la fin de l'Allemagne de l'Est. Et tout ça va précipiter, en fait, va provoquer un enchaînement en Europe de l'Est, où tous les régimes communistes vont être renversés les uns après les autres, pour ensuite donner place à des régimes démocratiques. Et c'est donc pour l'URSS une perte d'influence considérable dans cette région, puisque désormais ces pays n'obéissent plus à l'autorité centrale qui est celle de Moscou. L'URSS va finir par disparaître, en partie grâce à l'action d'un personnage qui est Boris Eltsine. Alors Eltsine est un personnage qui est issu du Parti communiste, mais qui, dans les années 90, au début des années 90, va œuvrer pour mettre fin au Parti communiste et rétablir en Russie une démocratie. Alors en 1991, en août 91, un putsch militaire éclate en URSS. C'est un putsch dirigé par les militaires qui sont conservateurs et qui souhaitent le retour à un régime communiste dur, donc qui dénonce les réformes économiques et sociales de Gorbatchev. Eltsine met en échec ce putsch en appelant l'armée à ne pas suivre ce coup d'État et en appelant les Russes aussi à contester ce coup d'État. La conséquence, c'est que finalement, à l'issue de ce coup d'État raté pour les militaires, eh bien, Eltsine devient un personnage très important, de plus en plus populaire, alors que Gorbatchev, lui, perd en popularité. Et par conséquent, tout ça va provoquer la chute, l'éclatement de l'URSS, puisque en 1991, les États de la Fédération soviétique vont progressivement prendre leur indépendance, sortir de la Fédération soviétique pour prendre leur indépendance, en sachant que effectivement il n'y aura pas d'intervention militaire. Eltsine laisse faire parce que Eltsine souhaite finalement souhaite se recentrer sur la Russie. Une organisation est créée qui est la CEI, qui est la Communauté des États indépendants, qui est une sorte de fédération à la fois économique et politique qui réunit les anciens pays de l'URSS, mais l'URSS a cessé d'exister. Face à cette situation, Gorbatchev ne peut que constater l'éclatement de l'URSS, et Eltsine va proclamer la fin du Parti communiste et la mise en place d'une démocratie en Russie. Et donc Gorbatchev, constatant donc à la fois la fin du Parti communiste, mais aussi de la fin de l'URSS soviétique, eh bien, va remettre sa démission le 25 décembre 1991. Et donc la démission de Gorbatchev le 25 décembre 1991 marque la fin définitive de l'URSS, l'éclatement définitif de l'URSS. Donc désormais l'URSS n'existe plus, et la Russie, c'est la naissance, si vous voulez, d'une Russie démocratique, et la fin donc de cette fédération soviétique.